Bonjour, bonjour à tout le monde. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. Alors, bonjour à ceux qui sont en train d'arriver. On attend juste quelques minutes parce que vous êtes beaucoup à vous connecter en même temps. Ça va logistiquement, Marie, pour cliquer pour. Ouais, c'est bon. Ça va vite. Ouais, faut être réactif. Mais ça va. Hop. Alors, ouais, on va attendre quelques minutes parce que là, on est à peu près à 70 participants et on en attend presque 200. Donc on va attendre encore 2-3 minutes avant de démarrer. Bon, ça a l'air un petit peu de se calmer pour l'instant. Je pense qu'on peut lancer. Et Maëlle, il faudrait te laisser accepter les personnes si jamais il y en a qui arrivent quand je fais l'introduction. Oui, bien sûr. Ok, ben bonjour à tous et à toutes. Merci de vous être mobilisés aussi nombreux sur ce webinaire par une aussi belle journée que celle-ci. On espère du coup que cette vidéo vous apportera des ressources et puis des conseils pour vous aider à naviguer dans ce contexte économique un peu particulier pour l'économie sociale et solidaire. C'est le fruit d'un travail avec France Active Bretagne et l'UDES et l'URSSAF. Voilà. On aura aussi avec France Active Bretagne et l'UDES une seconde visio en juin qui sera plutôt sur les procédures collectives et plutôt voilà, se poser la question de quand changer le cap et quels sont les outils pour changer de cap. Mais la vision qu'on a aujourd'hui, donc pilotée par Grotan, elle va s'organiser autour de trois interventions principales. Une première intervention du coup de France Active nationale avec Marianne Chauvet et une intervention de France Active Bretagne avec Joël Tribalier pour permettre d'identifier les signaux faibles, les signaux récurrents de difficulté, présenter un outil d'autodiagnostic et puis vous apporter les conseils pratiques pour agir rapidement et mettre en place les bons réflexes. Un second temps, du coup, avec Anna Hauteville de l'UDES pour présenter un dispositif qui a commencé cette année en Bretagne, SOS Employeur. Et enfin, on aura un dernier temps avec l'URSSAF, avec notamment Monsieur Le Floch, Madame Mény et Madame Le Vigo, qui pourront nous présenter les missions de l'URSSAF et nous parler des outils et dispositifs de l'URSSAF. Voilà, cette visio elle sera enregistrée et diffusée sur les réseaux sociaux des partenaires présents et aussi sur le site de la CRES. Vous pourrez donc revoir le replay et le partager aussi plus largement à vos instances ou à vos équipes salariées si besoin. Il y a un module de questions-réponses qui vous permettra de poser des questions tout au long des échanges. Et il y aura également des temps de questions-réponses qui sont prévus à chaque fin d'intervention pour permettre à nos intervenants de vous répondre en direct. On accueille aujourd'hui donc 6 intervenants. Je les présenterai avant chaque séquence, mais je souhaitais dès à présent les remercier de leur présence et de leur mobilisation aujourd'hui.
Et pour ma part, je travaille à la Crèce-Bretagne sur le DLA régional. J'aurai en charge l'animation de ce webinaire avec ma collègue donc Maëlle Renaume qui est également chargée de mission à la Crèce-Bretagne et qui s'occupera notamment du suivi des questions-réponses dans le module dédié et qui pourra transmettre à la fin de chaque séquence aux intervenants les questions qui n'ont pas reçu directement de réponse dans le chat. Voilà un petit peu pour l'organisation et le déroulement de ce webinaire. Et sans plus attendre, on va commencer notre première séquence avec Marianne Chauvet, du coup, de France Active Nationale, qui travaille notamment au centre de ressources d'ELA, et Joël Tribalier, France Active Bretagne, qui est responsable du pôle ESS de France Active Bretagne. Voilà, je vous laisse du coup la main pour commencer ce travail. Merci Marie. Donc je vais lancer donc le PowerPoint. Alors, une minute. Est-ce que tu arrives à partager, Marianne, sinon je peux le faire. Oui, alors je suis désolée, il arrive, c'est juste que mon ordinateur est un peu lent, mais ça charge en fait. Excusez-moi de ce petit temps de latence. Normalement, il devrait s'afficher là. C'est parfait. On voit tout, merci. Ah, parfait. Alors, ce que je voulais vous dire déjà sur les difficultés, c'est que les structures d'utilité sociale, ce sont des entités vivantes. Elles naissent, elles grandissent, elles évoluent, elles vont traverser des événements qui sont heureux et malheureux, et ça, c'est normal. Et en tant que dirigeant, en fait, à l'instar en fait, d'un capitaine, vous devez naviguer à travers des épreuves. Et dans un contexte où les défaillances d'entreprise, elles s'accumulent, en fait, les structures d'utilité sociale, ben, elles ne sont pas épargnées. Et surtout face à la diminution des financements publics. Et donc, dans ce contexte-là, pour lutter finalement vraiment efficacement contre les difficultés qui peuvent être finalement, on le verra tout à l'heure, à multiples symptômes, et celles-ci, en plus, ça rajoute une difficulté, c'est qu'elles sont souvent cachées. Moi, je préconise toujours une partie en 3 temps. La première partie, ça va être l'identification et l'anticipation. C'est vraiment ce qu'on développera, ce que je développerai avec vous lors de ma prise de parole là. Ensuite, il y a une partie qui est plutôt de la gestion et de la stabilisation de la crise. Et enfin, il y a une partie qui est plutôt de réorganisation et de relance. Et là, notamment, par exemple, le DLA ou France Active aussi peuvent être des très bons alliés. Alors, il y a un écueil dans lequel il ne faut pas tomber, même si c'est très compliqué, mais je tenais quand même à vous le dire, c'est qu'il faut faire attention au déni ou à la torpeur face aux premières alertes. Parfois, on se sent pris comme dans les phares d'une voiture quand on commence à prendre conscience des difficultés auxquelles on fait face, parce qu'il y a une question de vitesse qui est très importante dans le traitement des difficultés, c'est l'idée vraiment du suraccident. Des difficultés qui vont être gérables à un moment donné, si elles sont non traitées, elles vont devenir ingérables et conduire par moment à une fin de vie qui peut être évitable, et ça, c'est vraiment dommage. Donc ça, c'est vraiment la première illustration, en fait, où finalement, il y a plein de petits chemins de sortie avant d'arriver donc à la cessation de paiement au mur. Et donc, il faut vraiment réagir à temps, parce que plus on réagit vite, plus on a des options qui s'ouvrent devant nous.
Et donc, il faut imaginer aussi que c'est vraiment un effet boule de neige. Donc, il est donc crucial de savoir donc identifier ce qu'on va faire là, donc les signaux de difficulté, quelle qu'en soit la cause. Souvent, ça va se traduire par une crise financière, une rupture de trésorerie. Donc ça, je vous expliquerai aussi. Mais il y a des signes avant-coureurs. Et donc, il faut absolument se pencher sur ces signes avant-coureurs pour réfléchir le plus vite. Et garder en tête que la crise de trésorerie, c'est un symptôme, mais c'est rarement une des causes profondes des difficultés et qu'il faut creuser après avoir stabilisé la situation pour comprendre quelles sont les véritables causes et les traiter, pour pas que ça revienne. Et donc, ça, c'est complètement l'idée de l'iceberg, donc où on a finalement des causes qui vont être internes, comme un turnover élevé, voilà. Et puis, on va avoir des forces aussi externes qui vont appuyer sur le modèle, comme par exemple la perte d'un financeur ou d'un partenaire clé, ou alors un changement de législation, une entrée d'un nouveau entrant, par exemple sur le marché. Et donc, il faut être très attentif et comprendre que voilà, la crise de trésorerie, ce n'est que le haut de l'iceberg. Et donc, pour ça, c'est vrai qu'en termes d'alerte, vous avez tout un tas de personnes qui peuvent vous aider. Donc, vous avez évidemment vos partenaires experts comptables. Il y a évidemment le commissaire aux comptes. Il y a aussi des personnes dans les CSE, etc., les salariés, et tous ces lanceurs d'alerte doivent être écoutés. Alors, les signaux faibles, il y en a finalement 5 grandes catégories. J'ai mis au centre donc les signaux de relation avec la banque, on les traitera à la fin. Pour moi, ce sont les signaux qu'il faut vraiment, vraiment regarder. C'est presque les plus importants parce que garder une bonne relation avec sa banque, c'est vraiment essentiel pour la survie. Donc, on a les signaux qui sont humains et de gouvernance, on a les signaux stratégiques et de positionnement, on a les signaux de suivi et de contrôle, et les signaux qui sont donc influencés par des difficultés financières et opérationnelles. Donc, si on prend les signaux humains et de gouvernance, donc par exemple, on va retrouver un fort absentéisme, un turnover élevé des salariés depuis plus d'1 an, par exemple, des débats qui vont être animés, où il va y avoir des inquiétudes persistantes sur la situation actuelle et aussi sur la manière dont on va se projeter. Ça peut conduire même à des conflits récurrents au sein des équipes. Il peut y avoir aussi plusieurs membres clés en fait, du bureau, du conseil d'administration qui ont démissionné. Et ça va entraîner un blocage de décision. Il va y avoir une incompréhension voilà, entre la gouvernance, les directeurs, les salariés. Donc ça, il faut vraiment en être vigilant parce que si on veut avancer sur ces questions-là, il faut absolument pouvoir avoir une direction, des gens qui prennent des décisions de façon rapide et cohérente. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête parce que ça appuie vraiment les difficultés de façon très importante. Donc ensuite, on va avoir des signaux qui vont être plutôt de l'ordre de suivi et de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? On va ne pas avoir de suivi de trésorerie, par exemple. On ne va pas avoir de plan de trésorerie. On va suivre un prévisionnel et on va suivre le réalisé. Donc ça, pour moi, j'ai envie de dire, le premier outil, mais ça, Joël en parlera, ça va être vraiment le plan de trésorerie, suivre cette trésorerie. C'est ce qui vous permettra d'identifier les moments où vous allez être en crise de trésorerie, comme on disait tout à l'heure. Et donc le garder bien en tête et être capable de gérer finalement ces flux financiers. Donc il va y avoir un manque aussi de visibilité parce qu'il n'y aura pas ou insuffisamment de budget prévisionnel préparé. Et comme je disais donc tout à l'heure sur les alertes, ça va aussi être lié à des alertes qui peuvent être lancées par le commissaire aux comptes, l'expert comptable, sur la santé finalement et la stabilité financière de la structure. Pour ce qui est des signaux stratégiques de positionnement, il
il va y avoir, par exemple, une absence de projection à long terme. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Une structure, elle a un projet d'utilité sociale, c'est sa vision, ses valeurs qui vont s'incarner dans un projet long terme et qui seront vraiment la boussole de la structure. Quand celui-ci doit être revisité, on dit en général à peu près tous les 5 ans, et quand il s'érode, hein, eh bien, il peut faire perdre du sens à la structure et donc il n'y aura plus de projet d'utilité sociale qui va être clair. Et ce qui en découle, donc c'est un plan stratégique, il n'y aura pas de plan stratégique cohérent par derrière. Et on ne peut pas répondre aux besoins en fait, des territoires et aux besoins des bénéficiaires si on n'a pas fait ce travail en amont. Donc ça peut conduire, dans le pire des cas, tout au bout du bout, à une perte soit de clients, de financeurs publics, de marchés importants, et ça va mettre la structure en péril. Donc ça, c'est vraiment des choses sur le long terme à traiter. On va vraiment être dans de la stratégie là. Pour ce qui est des signaux qui vont être influencés par des difficultés financières ou opérationnelles, alors ça c'est quelque chose qui paraît très très simple, mais que je vois souvent, c'est que par moment, la chaîne entre les devis, les factures et l'encaissement n'est plus suivie. La personne est partie, plus personne n'est en charge de faire ce suivi dans sa fiche de poste. Les délais de paiement des clients ou des financeurs publics qui peuvent augmenter, ce qui va affecter aussi la trésorerie. On peut avoir des paiements de factures donc, qui sont retardés, on peut avoir des fournisseurs qui refusent des livraisons. Le pire des cas étant, mais je laisserai mes autres collègues en parler, le moment où on ne peut plus verser les salaires. Voilà. Et donc aussi des cotisations sociales, de la TVA qui ne sont pas payées à temps et des injonctions à payer du trésor. Et pour ce qui est des relations avec la banque, donc par exemple, ça peut être des appels réguliers pour obtenir en fait des paiements d'opérations en cours. La banque, elle va refuser d'effectuer certaines opérations. Il va y avoir des limites d'autorisation de découvert qui peuvent être atteintes. Il peut y avoir une incapacité en fait de négocier avec celle-ci des lignes de crédit ou des lignes de découvert. Et donc là, on va vraiment être en difficulté parce que les solutions de court terme ne seront plus accessibles. Hein. Donc on va essayer au maximum de ne pas en arriver là, de prévoir bien en amont les choses avec un plan de trésorerie et de pouvoir négocier avec sa banque avant d'arriver à ce stade-là pour se laisser le maximum d'options ouvertes. Donc, ce qui est pas mal également, c'est de pouvoir avoir en tête des scénarios récurrents de difficultés. Souvent, il y a des scénarios qui reviennent sans cesse et donc je voulais vous les partager parce que si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est toujours intéressant de vraiment le garder en tête. Donc, il y a ce qu'on appelle la crise de croissance. C'est des difficultés qui peuvent toucher en fait des structures qui sont florissantes sur le plan économique, mais qui ont fait des erreurs de stratégie de financement. Donc, cela, ça peut être une croissance qui va être rapide, qui aura entraîné évidemment un besoin significatif en besoin de fonds de roulement, ou à des investissements qui auront été autofinancés et qui aura réduit finalement les liquidités disponibles de celles-ci. Dans ce cas, on peut imaginer qu'il faut travailler son besoin de fonds de roulement en négociant des délais de paiement avec les fournisseurs, en sollicitant un crédit court terme, d'où l'intérêt de garder de bonnes relations avec sa banque, et en mettant en place des relances clients pour accélérer les encaissements. C'est ce que je vous disais, il faut vraiment quelqu'un qui suive au moment où c'est la crise très très bien ces relances clients et qui soit capable de faire entrer du cash. Alors, après, vraiment, ce qu'il faut mettre en place, c'est des outils de pilotage financier qui permettent de regarder ces flux et de les travailler de façon sereine dans le temps. Ensuite, on va avoir des scénarios qui vont plutôt être liés à des difficultés structurelles du modèle socio-économique. Donc là, on va plutôt être vraiment dans de la stratégie. Donc, il y a certaines structures qui vont avoir, donc là, j'ai envie de dire, il y a vraiment deux cas de figure. Il y a des structures dont l'activité va générer un excédent, mais celui-ci, il est insuffisant pour assurer leur pérennité.
et anticiper les besoins futurs. Donc, par exemple, ça peut être lié à un renouvellement des équipements essentiels. Ça peut être aussi de petits déficits légers, mais sur plusieurs années. Et en fait, on aura fait toutes les économies possibles sur les charges fixes. Et en fait, on va se retrouver avec des réserves qui vont être épuisées. Donc là, on comprend bien que c'est assez dramatique. Et donc, il y a d'autres structures dont, alors là, c'est encore plus grave, l'activité, elle est structurellement déficitaire. Donc, c'est-à-dire, plus elles travaillent, plus elles accumulent des pertes financières, c'est le plus dramatique. Ce cas de figure, il est fréquent pour des structures qui sont historiques, dont l'utilité sociale est reconnue par tout le monde. Euh, et euh, Sauf que le temps a passé et elle n'est plus soutenue financièrement au niveau en fait qui lui permet de compenser l'inflation, par exemple. Alors, moi, j'ai connu ça, par exemple, avec un festival de théâtre et qui existait depuis 40 ans et qui en fait n'avait pas été capable d'encaisser en fait le choc de l'inflation, notamment les coûts du transport, des décors, etc., et qui s'était retrouvé au fil du temps avec des plages de théâtre qui étaient vraiment peu chères, donc une accessibilité extraordinaire, mais finalement, ils perdaient de l'argent et ils étaient arrivés à la limite de la cessation de paiement. On parlera tout à l'heure de la cessation de paiement. Et donc, pour surmonter ces obstacles, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, pareil, à fond dans la stratégie. Donc, il faut revoir ses activités, il faut se concentrer sur les projets qui dégagent le plus d'excédents, en tout cas à court terme. Il faut réfléchir au positionnement de celle-ci. Donc, il faut réfléchir à la diversification de ses financements. Il faut renforcer ses fonds propres. Il faut renouer le dialogue avec ses financeurs pour leur expliquer la situation. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir des outils de pilotage que moi j'appelle communicables. C'est-à-dire, c'est des outils qui vont permettre d'objectiver une situation et qui vont permettre d'aller faire de la négociation. Et donc, pour cela, évidemment, par exemple, si on a plusieurs activités, moi, je vous conseillerais de faire de la comptabilité analytique pour comprendre là où on gagne et là où on perd de l'argent. C'est OK de perdre de l'argent, c'est juste qu'il faut en être conscient et ça doit être compensé par des excédents ailleurs. Voilà. Donc, et pour finir, on a des situations de dépendance. Donc, c'est des situations de forte dépendance, par exemple, à un financeur ou un client unique. Donc, il y a un risque évidemment financier qu'on comprend très très bien qui va être lié à la perte de ce financeur, de ce client. Mais il y a un autre problème plus long terme qui est souvent caché. Ça va être la capacité donc de la structure à définir et à poursuivre ses propres objectifs stratégiques. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le fait de bien savoir qui on est, bien avoir défini son projet d'utilité sociale. Et parce que ça, c'est très très important pour passer les tempêtes et savoir qui on est. Et on va, par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai envie de dire c'est un problème, c'est de la dérivation. C'est-à-dire qu'au début, on sait très bien qui on est, puis au bout d'un moment, on dérive, si on ne se réinterroge pas sur ce qu'on veut faire vraiment, et si c'est aligné avec les besoins des bénéficiaires et du territoire. Et donc, par exemple, on va essayer de s'aligner sur des attentes de certains financeurs. Et puis, petit à petit, ça ne correspondra plus à notre mission initiale. Ça va réduire notre capacité d'innovation. Les bénévoles ne vont plus peut-être se reconnaître là-dedans. Et donc, pour ça, il faut réfléchir. Voilà, ça, par exemple, sur ça aussi, par exemple, un DLA est parfaitement indiqué. Alors, maintenant, une fois qu'on a bien vu en fait tous ces problèmes, j'ai envie de dire, il faut savoir où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on se situe très très près donc de la crise, qui est la cessation de paiement, ou est-ce qu'on a un peu plus de temps pour réfléchir? Alors là, il faut faire la différence entre, j'ai envie de dire, la tactique et la stratégie. Donc, la cessation de paiement, c'est une notion qui est beaucoup plus juridique que comptable et qui n'est pas si facilement, comment dire, attrapable.
Donc, c'est l'impossibilité pour un débiteur, pardon, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Alors, en fonction de ce qu'on appelle passif exigible et actif disponible, il y a plein de petites règles qui vont s'appliquer. Donc là, vous en avez quelques-unes. Donc, moi, j'ai envie de dire, l'important, ce n'est pas de la définir de manière très, très stricte et très pointue, mais de se dire, bon, j'en approche dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et réagir très très vite et être là, être dans la tactique. Ou alors si vous vous sentez en difficulté, mais que vous vous dites, bon, j'ai encore 6 mois, j'ai encore un an pour réorienter ce que je dois faire, bon, ben là, je peux prendre des dispositifs et des accompagnements qui sont plus sur la stratégie. Donc, il faut faire la différence entre les accompagnements qui vont pouvoir vous aider dans la tactique et ceux dans la stratégie. Donc là, on voit qu'on est vraiment, donc la cessation de paiement, c'est vraiment le pivot des difficultés. Donc c'est vraiment ce qui est au milieu. On a au début le début des prémices des signaux faibles et puis à la fin la sortie de crise. Et ce qui est intéressant, c'est que on a quand on est vers la crise, il faut imaginer ça comme un robinet avec une flaque d'eau. La flaque d'eau, ça va vraiment être la dette. Donc, il faudra traiter finalement cette flaque d'eau qui est restée là. Et ensuite, au niveau du robinet, il faudra limiter ce qui sort et accélérer ce qui rentre, hein. Et donc, pour ce qui est vraiment de cette partie de la flaque d'eau, en France, c'est vrai qu'on a la chance, hein, d'avoir des éléments juridiques, des procédures qui nous sont proposées. C'est une chance, ça n'existe pas partout. Donc, on a des procédures amiables. C'est avant la cessation de paiement ou jusqu'aux 45 jours. Donc, c'est des procédures qui sont confidentielles, où vous allez avoir accès avec un auxiliaire de justice à ouvrir la table des négociations avec vos créanciers pour essayer de passer, de traiter cette flaque d'eau, de traiter la dette, pour passer la crise et pouvoir se relancer. Et puis, vous avez des procédures qu'on appelle collectives, qui sont publiques. Et donc, celles-ci, elles peuvent se faire aussi, voilà, après la cessation de paiement. Donc, pour ça, vous avez évidemment des personnes qui peuvent, notamment les auxiliaires de justice, qui sont là, hein, mandataires, administrateurs, qui sont là pour vous aider à choisir quelles sont les meilleures options qui s'offrent devant vous. Il y a aussi les centres d'information de prévention des difficultés des entreprises, les CIP. Il y a des cellules de conseil aussi dans les tribunaux. En fonction, si vous êtes une association, donc vous pouvez être au tribunal de l'activité économique ou au tribunal judiciaire. Donc, il faut que vous regardiez en fonction de l'expérimentation. Et donc, ce que je voulais vous dire pour en terminer ma partie, c'est qu'il y a des ressources qui sont intéressantes pour vous. Il y a notamment un guide qu'on a réalisé qui est franchement assez complet sur ces questions-là, qui s'appelle Je redresse la barre. Donc, vous avez compris que les questions de trésorerie sont centrales, donc il y a un guide sur la trésorerie. Il y a une question de pilotage aussi qui est très important. Moi, je ne saurais que vous conseiller, en tout cas, soit vous êtes bien en amont, soit bien en aval, mais de travailler bien le pilotage. Si vous voulez vous rappeler ou passer les informations que je viens de vous dire à vos collaborateurs, à la gouvernance, à des bénévoles, etc., vous pouvez utiliser un article que j'ai rédigé avec un de mes collègues, Maxime Traclet, qui a été publié dans l'association Mode d'emploi, qui reprend ce que je viens de vous expliquer ce matin. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Il est sur notre site partant de France Active, complètement en accès gratuit. Donc voilà. Et pour terminer, il y a un outil que nous avons développé donc, au Centre de ressources financement du DLA, qui est une grille d'autodiagnostic. Cette grille, elle va vous permettre finalement de repasser tous les signaux faibles que je vous ai donnés, ainsi que quelques indicateurs financiers pour que vous puissiez
vous challengez sur est-ce que je me sens en crise? Ben, où est-ce que j'en suis moi? Hein, donc n'hésitez pas, ça peut être un bon outil. Donc on voit là, c'est un outil tout simple. C'est un outil tout simple, un Excel tout simple, voilà, où vous pouvez passer en revue les différentes informations et vous dire, bon, moi, est-ce que je me sens ou est-ce que je ne me sens pas en difficulté? Et en tout cas, ne restez pas seul. Il y a des gens pour vous aider, il y a des professionnels qui sont là avec vous et on se fera un plaisir de pouvoir vous recevoir. Voilà, Marie. Super. Merci beaucoup, Marianne, pour ton intervention. Je précise aussi que cette grille d'autodiagnostic et puis l'ensemble des documents dont tu as parlé et les PowerPoint qui seront présentés pendant la visio seront envoyés à tous les inscrits et les inscrites. Voilà, donc ne perdez pas forcément de temps à faire les recherches, etc. Vous aurez tout sous la main après la visio. Merci Marianne pour ton intervention. Je vois que dans le module de questions-réponses, pour l'instant, on n'a pas de questions écrites. Donc je propose qu'on avance vers comment dire, l'intervention de Joël. Et puis vous aurez toujours un temps pour poser des questions à Française Active après l'intervention de Joël si vous avez des questions en cours de route. Merci en tout cas beaucoup Marianne beaucoup Marianne pour ton intervention et à très bientôt puisque tu dois nous quitter dans peu de temps. Je vous souhaite un excellent suite de webinaire. Au revoir. Merci. Alors Joël, je te laisse la main du coup pour prendre la suite. Yes. Alors, on voit bien le PowerPoint, mais est-ce que tu pourrais le mettre... Ah bah super, voilà. Merci. Donc, rebonjour à tous et à toutes. Donc, du coup, Marianne vient de vous présenter, on va axer la présentation sur les signaux faibles. Et donc, moi, pour ma part, voilà, je vais mettre l'accent sur les raisons des difficultés, des structures qu'on peut accompagner et financer, sachant que, voilà, nous, au niveau de France Active Bretagne, on a trois métiers. Un métier de financement de l'entrepreneuriat, un métier de financement pour les structures de l'économie sociale. On a aussi un métier d'accompagnement de conseil d'ingénierie, notamment au travers du dispositif DLA, et puis un métier aussi de mise en réseau. Et donc, hop, petite introduction. Donc là, en fait, en complément de Marianne, je vais axer la présentation sur une étude de sinistralité qu'a fait le réseau national France Active auprès de 200 structures au niveau national qui étaient soit en défaillance, c'est-à-dire en impayé, soit vraiment en procédure collective. Donc évidemment, vous allez voir, ça va regrouper, ça va faire du lien avec les signaux faibles dont vous a parlé Marianne juste avant, quoi. Donc un panel de 200 structures au niveau national. Les facteurs de risque parmi ce panel de structures en difficulté chez nous, on l'a dit tout à l'heure à plusieurs reprises, mais on va vraiment mettre l'accent là-dessus encore une fois. Le manque d'outillage ou un outillage défaillant. Donc, par outillage, on entend pilotage, évidemment. Autre élément aussi clé, c'est une insuffisance de compétences clés en gestion au sein des structures. Donc là, on est à plus de 80% des structures en difficulté qui connaissent ce facteur-là, notamment pour les plus petites structures. Également, alors là, peut-être pour les structures commerciales de l'économie sociale, plus de 2/3 partent sur des hypothèses de développement de leur activité beaucoup trop optimistes. Donc là, on le voit notamment aussi dans les structures en création, hein, puisque dans l'économie sociale, il y a aussi beaucoup de structures qui se créent, notamment des structures avec agrément ESUS. Et là, effectivement, on voit que les hypothèses de prévisionnel sont trop optimistes. Autre élément aussi, parmi ces structures en difficulté ou en sinistre chez nous, l'absence de conseils ou de commissaires aux comptes, hein. Il y a les experts comptables, les commissaires aux comptes qui sont aussi des alliés et des partenaires précieux. Un fort endettement des structures, notamment pour les plus petites associations. On l'a dit tout à l'heure aussi, un manque d'outils de planification des risques, une faible trésorerie, on va y revenir aussi tout à la fin, notamment dans le secteur sanitaire, social et l'emploi.
Une décroissance du marché, une conjoncture difficile, bah, évidemment, voilà, perte de marché, baisse de subventions, on va y revenir aussi. Là, on a fait aussi un petit focus sur le bio, puisqu'on accompagnait aussi quelques structures, notamment des biocoop, qui ont connu, pour certains en tout cas, un gros trou d'air sur 2-3 ans, la post-Covid aussi. Donc, forcément, ça les a impactés. Et puis, sur un plan plus, on va dire, analyse fonds propres bilancielle, bah, une baisse des fonds propres. Donc, Marianne l'a dit tout à l'heure aussi, petit déficit après petit déficit cumulé sur plusieurs années, bah, évidemment, à un moment, les fonds propres sont impactés et ça amène aussi des risques de ne pas pouvoir faire face notamment à ces prêts ou à ces engagements. Donc là, c'est notamment près de 100% des structures en création. Et là, on a un focus sur les secteurs les plus touchés, donc le secteur sanitaire et social et le côté alimentation durable, notamment des structures, notamment Biocoop, quoi. Donc c'était un peu voilà, premier élément sur les études de sinistralité chez nous. Donc en synthèse, là on voit qu'il y a plusieurs critères, on va dire, plusieurs thèmes, hein. Il y a l'approche vraiment ressources humaines, compétences, pilotage, on va dire. C'est un peu la première thématique, hein. Deuxième thématique, bah, c'est absence ou faiblesse au niveau du plan de trésorerie ou des outils de pilotage. Et troisième élément, bah là, c'est plutôt lié au secteur d'activité sur lequel vous exercez, les clients ou les marchés sur lesquels, enfin, que vous avez ou que vous perdez ou que vous risquez de perdre. Donc, on est plutôt sur le volet marché, ressources, baisse de subventions. Donc, un peu trois thématiques qui ressortent de cette étude-là. Et puis, deuxième petit élément, donc là, c'est plutôt axé sur les associations. Donc, on fait un zoom association. Donc, en fait, auprès de ces 200 structures qui ont connu des impayés ou qui étaient en sinistre, voilà, il y a eu un questionnaire, des interviews, hein, clairement, qu'a fait France Active National auprès de ces structures-là, donc dirigeants et salariés. Et donc, pour les associations là, qui étaient vraiment en difficulté, on a constaté vraiment voilà, un manque de diversification, un manque de développement. Donc, Marianne l'a dit un petit peu aussi, un manque peut-être d'anticipation, peut-être des besoins des bénéficiaires, un manque voilà, de diversification des activités qui ne correspondent plus aux attentes de vos financeurs, qui ne correspondent plus peut-être aux attentes des bénéficiaires ou aux besoins des bénéficiaires. Donc là, ce sujet-là touche toutes les associations, même les plus anciennes, hein, de toute taille. Et là encore, sur le secteur de la culture, du sanitaire et social et de l'emploi notamment. Focus toujours association, là on en revient sur mauvaise organisation au sein de la structure, les fonctions non définies entre la gouvernance et les salariés, des process de décision ou d'organisation interne peu clairs. Donc là, c'est des éléments qui sont ressortis. Là aussi, pour les associations entre 5 et 10 ans, là aussi sur des secteurs plus liés à la culture, écoactivité, cohésion sociale. Donc, c'est des secteurs qui ont été les plus impactés dans cette cohorte. Une politique d'investissement inefficace, là on y reviendra, des structures qui ont par exemple autofinancé des investissements et du coup derrière elles ont mangé leur trésorerie ou mangé leurs fonds propres. Donc là on y reviendra, mais ça c'est aussi un risque important de sinistre, de défaillance derrière. On l'a dit, problème de gouvernance au sein de structures associatives dans tout type de secteur. Une faible délégation du pouvoir, donc là on en revient à l'organisation interne, process de décision interne, avec un focus là aussi, le secteur culturel représenté à plus de 50%. Des ressources financières insuffisantes, bon là c'est aussi un petit peu la réalité du monde associatif, hein. Une faiblesse de fonds propres de manière historique. Et notamment, 100% des associations qui étaient en difficulté, là, qui étaient en sinistre, connaissaient cette difficulté-là. Autre élément plutôt RH, le départ de personnes historiques, hein, évidemment. Des associations au départ ont pu être
créés ou dirigés par des personnes historiques qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis quand ces personnes-là partent, il peut y avoir des impacts évidemment importants au sein des structures. Élément de nouveau financier, donc le recours excessif à des solutions de court terme aussi. Donc là, dans les situations d'urgence, on fait appel à du court terme et on s'enfonce, puisque là, on règle les problèmes d'urgence, mais on ne se positionne pas sur les solutions à moyen terme et long terme. Et enfin, des erreurs de gestion manifestes. Donc là, pareil, en synthèse, il y a un peu trois thèmes ou trois sujets qui ressortent, hein. Le sujet de la diversification des ressources ou de vos activités, le sujet de la faiblesse au niveau de la politique d'investissement ou la faiblesse des fonds propres, et enfin, sur le volet RH, gouvernance, pareil, des problèmes de mode de décision, problèmes de répartition des rôles entre salariés bénévoles, et puis des erreurs de gestion manifestes. Hop. Et du coup, alors nous, au sein des structures qu'on accompagne à France Active Bretagne, on n'est pas juste là pour prêter de l'argent une année et ne plus contacter les structures. Bien au contraire, on a vocation à vous contacter chaque année au travers d'une campagne de suivi. Donc cette campagne de suivi a pour objet de récupérer vos comptes et vos bilans. Alors c'est pas juste pour se faire plaisir, hein. Bon, c'est une obligation, nous, en tant que financeurs, de récupérer les comptes et les bilans des structures qu'on a financées, mais c'est aussi pour garder le lien avec vous, faciliter les échanges, éventuellement vous apporter des conseils, un regard extérieur, provisionner aussi éventuellement des risques, et puis, mais c'est aussi surtout garder le lien avec vous et être force de proposition pour des dispositifs, pour de la formation ou autre. Donc, je fais un petit focus rapide là-dessus. Sachant que là, nous, au niveau de la Bretagne, on a à peu près 240 structures que l'on suit, de tout type et de tout statut, associations, SCOP, SIC et des entreprises commerciales de l'ESS avec agrément ESUS. Hop, alors c'est la petite grille d'évaluation que l'on a, donc qui va de A à E. Alors évidemment, quand on est sur une note D et E, évidemment, ce sont des structures avec des inquiétudes sur leur pérennité, un risque de non-remboursement du crédit qui est important. Et donc là, on est dans des situations de trésorerie ou de difficultés financières et économiques très importantes. Mais on va dire, ce qui est important, c'est pas la situation sur une année, c'est l'évolution des structures au fil des ans. Et donc, on regarde vraiment l'évolution de vos ressources, hein, l'évolution de vos subventions année après année. On regarde l'évolution de votre résultat net, votre niveau de fonds propres, la proportion de votre fonds propre par rapport à votre total bilan, votre niveau d'endettement, et puis aussi on vous pose des questions sur le volet gouvernance RH. Donc on aborde vraiment votre situation sur plein d'aspects différents. Donc là, c'est un peu l'évolution. Alors évidemment, là, c'est pas pour vous casser le moral, évidemment, mais depuis 2-3 ans, on voit effectivement que le nombre de structures en difficulté, notamment depuis 2022, est en augmentation, hein. Donc un peu, on enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est vrai que post-Covid, là, depuis 2022, on a un nombre de structures en difficulté qui est plus important, on ne va pas se mentir. Alors ça, c'est un fait, hein, c'est un constat. L'important derrière, c'est d'anticiper, de prévenir et essayer de trouver des solutions, comme l'a dit Marianne aussi tout à l'heure, le plus en amont possible, hein, de ne pas rester, entre guillemets, ne pas rester tout seul dans son coin ou faire l'autruche. Il faut vraiment s'ouvrir. Enfin, c'est ce qui est toujours difficile, hein. Quand on est en difficulté, c'est toujours compliqué d'en parler. Mais on va dire, c'est vraiment déjà le premier réflexe, c'est d'en parler à l'extérieur, quoi. Donc, ne restez pas face à vos difficultés tout seul dans votre coin, au sein de votre structure. Donc voilà, contexte compliqué qui se traduit aussi chez nous, voilà, en Bretagne, auprès des structures qu'on accompagne de tout secteur, de tout statut. Hop. Alors les explications en quelques mots, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Donc
Les structures qui sont en difficulté chez nous ont connu une baisse ou un arrêt de subventions, baisse de chiffre d'affaires. Alors CHR, par CHR, j'entends notamment des structures de type tiers-lieu qui ont une activité de bar, de restauration, donc avec une baisse de chiffre d'affaires sur cette activité-là, une baisse de réservation de groupe pour tout ce qui est un petit peu habitat, logement, tourisme social, un arrêt de certains marchés aussi, publics ou réservés, des charges d'exploitation qui augmentent plus vite que les ressources. Là, je me suis noté augmentation des loyers, énergie, frais de déplacement, des conventions collectives qui ont été renégociées, donc c'est très bien parce que ça permet d'augmenter les salaires de vos salariés, mais en face, des ressources qui ne suivent pas, ou des dotations publiques qui ne suivent pas, pour dire les choses de manière un peu directe. Une faiblesse des fonds propres, des structures, une augmentation des créances, donc des délais de vos financeurs, par exemple. Pour les structures en création ou des jeunes structures de l'ESS, des objectifs très optimistes au départ sur le chiffre d'affaires prévisionnel, et donc un réalisé qui est très éloigné du chiffre d'affaires prévisionnel souhaité ou visé. On l'a dit depuis tout à l'heure, des problèmes de pilotage, des nouvelles embauches et en face des recettes sur des nouvelles activités qui ne compensent pas l'augmentation de la masse salariale. Une absence d'outils de pilotage, on va le dire vraiment plusieurs fois dans la matinée, là, mais vraiment c'est un élément très, très important, notamment le plan de trésorerie. Et pour les activités, pour les structures qui ont plusieurs activités, même les grandes structures, je dirais, on s'aperçoit malheureusement qu'il n'y a pas de compte analytique, quoi. Il n'y a pas de comptabilité analytique, il n'y a pas de clé de répartition sur des fonctions support, et donc ça crée vraiment un problème de pilotage et de vision vraiment de l'activité, quoi. Et puis peut-être sans doute pour bon nombre d'entre vous qui avaient des fonds européens, il y a des délais importants de versement, et là, malheureusement, dans les structures qui sont en difficulté chez nous, une mauvaise estimation du besoin de trésorerie pour compenser ces délais, quoi. Donc là, c'est vraiment aussi un élément clé, et là, on l'a dit aussi, voilà, pour conclure, souvent plusieurs exercices déficitaires consécutifs, et du coup, ça fragilise la structure de manière globale, et notamment via les fonds propres. Donc plusieurs éléments. Alors les solutions, quand même, parce qu'il y a quand même des solutions, déjà, pouvoir se former en interne sur le plan de trésorerie, sur l'analyse un petit peu économique et financière. C'est aussi à vous de monter en compétence, c'est aussi à votre gouvernance de monter en compétence. À un moment, il n'y a pas le choix, quoi. Donc, il faut savoir lire un bilan, un compte de résultat, il faut savoir réaliser un plan de trésorerie, quoi. Autre solution, vous pouvez aussi faire appel notamment au dispositif DLA, sur des sujets de gouvernance, d'organisation, de qui fait quoi, qui décide quoi et comment. Là, c'est un vrai sujet. On y reviendra aussi tout à l'heure. Alors, c'est un peu la casquette de financeur, là, mais ne jamais autofinancer vos investissements, quoi. Il faut vraiment faire appel à vos partenaires bancaires, ou voilà, on va dire un peu commercialement aussi à France Active. On est aussi là pour ça, pour financer vos investissements ou vos besoins de trésorerie, mais n'auto-financez pas vos investissements. Ça plombe votre trésorerie et ça plombe au final votre quotidien, quoi. C'est pas possible. Et puis, maintenir le lien aussi, on l'a peut-être pas suffisamment dit, maintenir le lien à vos financeurs, à vos partenaires, notamment bancaires. N'attendez pas le dernier moment pour contacter vos partenaires. Plus tôt ils sont mis au courant des difficultés, plus tôt on peut essayer de trouver des solutions de manière collective. Donc, c'est quelques premiers éléments. Et je passe... tac. Donc là, je viens de le dire aussi un petit peu. En synthèse, voilà, bien définir votre plan de restructuration, notamment sur 5 ans. Vous appuyez de conseils, comme l'a dit aussi Marianne tout à l'heure. Il y a des dispositifs, notamment le DLA, le DASES. Bien répartir les missions entre vous, avoir un plan de trésorerie actualisé, avoir les mêmes, ça c'est important aussi, avoir les mêmes outils de pilotage partagés entre la direction, les fonctions comptables, l'expert comptable, le trésorier. Des fois, on va dire, chacun a son outil de son côté, et c'est pas le même, et donc c'est un peu compliqué de partager le constat.
Je l'ai dit aussi, je me le répète, avoir une comptabilité analytique précise par activité, préciser le coût de revient de vos activités, une clé de répartition claire, voilà, avoir des relations régulières avec son ou ses partenaires financiers et ne pas autofinancer ses investissements. Et donc, on va faire un petit zoom pour conclure sur le plan de trésorerie. Donc là, je m'appuie aussi sur ce que m'a transmis Marianne. Donc, c'est deux slides assez simples, on va dire. En préambule, donc, il y a un peu trois types de besoins, hein. Il y a un besoin de financer votre fonctionnement, donc c'est-à-dire vos charges. Il y a un besoin de financer vos investissements, donc les biens durables. Et il y a un besoin de financer votre BFR, besoin en fonds de roulement. En fonction du besoin à financer, ce n'est pas les mêmes ressources, évidemment. Donc le fonctionnement, les charges, voilà, on enfonce un peu une porte ouverte, mais les charges doivent être financées par votre chiffre d'affaires, par des subventions d'exploitation, par des cotisations. Ce n'est pas les prêts bancaires qui doivent financer le fonctionnement ou vos charges. C'est vraiment des ressources autres qui doivent financer vos charges. Les investissements, on l'a dit depuis le début, que ce soit du matériel, aménagement de local, véhicules, enfin bref, ne pas auto-financer vos investissements. Faire appel à vos partenaires bancaires, faire appel, par exemple, à nous aussi, à France Active, mais il y a des solutions qui existent. Ne pas auto-financer vos investissements, ça va vous mettre en difficulté. Et enfin, besoin en fonds de roulement, là, on l'a dit avec Marianne, pour faire face au décalage dans le temps du paiement de vos clients, de vos bénéficiaires, des partenaires publics, des fonds européens. Donc ces décalages dans le temps peuvent être importants. Donc ça génère un besoin en fonds de roulement qui peut être important là aussi. Et donc là, pareil, il y a des solutions. Certains partenaires bancaires peuvent faire du DAI, de l'escompte sur les subventions. Il peut y avoir des solutions de court terme pour parfois également. Donc il y a vraiment des solutions spécifiques pour faire face à votre besoin de fonds de roulement. Donc voilà, trois besoins et en face des ressources ou des modalités pour financer ces besoins qui sont très différents et très, très spécifiques. Et enfin, pour garder un peu le timing, pour conclure sur le fameux plan de trésorerie, alors on l'a peut-être pas dit, mais certaines fois les structures en fait attendent entre guillemets le bilan de l'année, bilan du compte du résultat, le bilan actif-passif, hein. Sauf que il y a forcément, quand on a le bilan, par exemple le bilan de l'année 2025, vous l'aurez qu'en juin 2026, quoi, hein, dans 3-4 mois. Donc en gros, si vous attendez 12 mois ou 18 mois pour vous rendre compte de votre situation, c'est déjà trop tard, quoi. Donc il faut vraiment avoir un plan de trésorerie, c'est vraiment votre outil de pilotage du quotidien. Pour vous, salariés, gouvernance aussi, quoi. C'est vraiment un outil de discussion au sein de la structure et c'est un outil un outil vraiment commun pour partager la situation et prendre des décisions. Donc c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est vraiment un outil de dialogue entre vous en interne et pour vous aider à prendre les bonnes décisions et anticiper. Et également, là c'est pour l'interne, et c'est aussi un outil qui vous permet de discuter en externe avec vos financeurs publics, par exemple, avec votre partenaire bancaire, pour anticiper les creux de trésorerie, quoi. Donc c'est sûr que si vous allez voir votre partenaire bancaire en disant dans 48, dans une semaine, je ne vais pas pouvoir payer les salaires, je vais être à moins 50 000 euros parce que la subvention que j'attendais cette semaine va être décalée le mois prochain, c'est pas possible, quoi. Donc il faut vraiment, c'est vraiment un outil pour anticiper en interne et en externe les décisions à prendre et les outils à mobiliser. Malheureusement, nous, des fois, à France Active, il y a pas très longtemps, une structure nous appelle en disant, en fait, on m'a dit que vous pouviez nous proposer des financements parce que là, dans 45 jours, à la fin du mois, je ne peux plus payer les salaires, quoi. C'est pas possible, quoi. On ne peut pas se rendre compte 20 jours avant de payer les salaires qu'on n'a pas la trésorerie pour, quoi. C'est pas possible, quoi. Et là, c'est pas que des petites structures, hein, c'est aussi des structures de 20, 30, 40, 50 salariés qui nous appellent
Là, c'est pas possible. Là. Vous êtes déjà dans le mur, quoi. Donc là, bon, c'est un petit modèle de plan de trésorerie, mais on vous enverra avec aussi le mode d'emploi. Hein. Donc, plan de trésorerie, en gros, hein, c'est tout ce qui rentre, c'est tout ce qui rentre sur vos comptes et c'est tout ce qui sort de vos comptes. Donc, en gros, en haut, c'est tout ce qui rentre et en bas, c'est tout ce qui sort. Vous le faites mois par mois, idéalement à minima sur 12 mois. Euh, Je pousserais même le sujet à le faire sur 24 mois, voire un peu plus pour des structures qui ont des gros projets d'investissement ou de développement ou pour des structures culturelles qui travaillent sur voilà, création, production, diffusion. Donc là, on est vraiment sur 2-3 ans. Donc il faut vraiment s'astreindre à faire cet exercice-là. Mais on y reviendra, et puis vous aurez les petits outils pour. Et en conclusion, voilà, c'est un petit peu ce qu'on a dit hein, en synthèse. Euh, Savoir à quelle période, à quoi ça sert un plan de trésorerie, à anticiper les creux anticiper les creux de trésorerie, mieux anticiper les risques, faire des scénarios optimistes, pessimistes, piloter, ajuster sa stratégie, communiquer plus facilement en interne, mais aussi en externe, notamment avec les financeurs publics et privés, savoir comment mobiliser ses partenaires bancaires ou ses partenaires financiers pour vous aider là-dessus, et surtout prévenir, anticiper et avoir les idées claires pour prendre les meilleures décisions possibles. Donc voilà, j'étais peut-être un petit peu vite, mais c'est aussi pour, le cas échéant, répondre à vos premières questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joël. Avant de laisser la main à Maëlle pour faire remonter les questions et interventions du chat, je voulais juste vous repréciser rapidement, puisqu'on n'en a pas parlé là, mais c'est une ressource vraiment intéressante, qu'il y a des formations. Donc, il y a une chose d'être outillé et ensuite une chose de savoir comment utiliser ces outils-là. Et donc, il y a des formations qui sont proposées par France Active Bretagne. Il y a une première formation sur piloter son activité, avec des modules comme comprendre ses comptes annuels, analyser ses comptes annuels ou encore construire un prévisionnel. Il y a une seconde formation sur transformer son modèle économique, avec structurer son modèle économique d'utilité sociale, et un autre module pérenniser son modèle économique d'utilité sociale. Et enfin, une formation sur se financer, donc avec des modules comme construire sa stratégie d'investissement, financer sa stratégie d'investissement. Voilà. Donc, c'est des petits exemples de formations, mais qui sont très bien faits, très bien enfin, qui sont assez structurantes, qu'on conseille aussi souvent dans le cadre du DLA. Donc n'hésitez pas à faire appel à France Active pour ces formations-là, puisque au-delà de l'outil, après, c'est savoir comment utiliser ces outils-là, comment les construire, etc. Il y a aussi des trames d'outils qui sont disponibles sur un site de BPI Création, qui sont assez bien faites, qui vous permettent d'avoir des trames de plans d'affaires, des trames de prévisionnels, etc. Donc n'hésitez pas, ça vous évite de construire des Excel du début et de perdre du temps là-dessus. Vous pouvez juste les récupérer et puis les adapter à votre structure. Voilà, Maëlle, je te laisse Oui. sur les questions. Joël, oui, il y a quelques questions pour toi, notamment sur l'étude de sinistralité. Est-ce qu'il y en a une régionalisée pour la région Bretagne et est-ce qu'elle est accessible en ligne, la nationale? Non, c'est une étude interne au niveau national. Et nous, ce qu'on fait au niveau Bretagne, c'est vraiment comme je disais, on a à peu près 220, 230 structures en portefeuille, donc c'est-à-dire qu'on a financé, quoi. Et donc on les contacte chaque année pour faire un point sur leur situation. Et donc aussi voilà, pour éventuellement apporter des solutions, des conseils, hein, comme je le disais, sur le volet formation, comme l'a dit Marie, évidemment, il y a un gros enjeu de former les gouvernances et les équipes. On peut les orienter vers le DLA aussi, le dispositif DLA sur différents sujets. On peut les refinancer aussi. Enfin voilà, il y a vraiment cet enjeu que les gens se forment et soient conseillés tout au long des années, au fil des années. Mais voilà. Par contre, l'étude est interne, du coup. Je poursuis avec plutôt une remarque sur la liste des causes de mise en difficulté. Il manque l'échéance des PGE post-Covid. Oui, on Et a eu des ça, des alors prêts c'est garantis par l'État pour on traduire ce arrive PGE. un petit peu à la fin de tout ça, mais effectivement, c'est un gros sujet. Après, bon, il y avait un robinet qui était ouvert, donc je dirais que quand le robinet est ouvert, les gens ils disent bah, ok, on y va parce qu'on a
l'argent est disponible, mais c'est vrai que parfois il y a eu des mauvaises estimations sur est-ce qu'on va être en capacité de rembourser 50 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros dans 2 ans. Et ben, effectivement, mais Et une dernière question, quels outils pour gérer une association fortement dépendante des subventions avec environ 95% des ressources? s'il y a 95% de ressources publiques ou d'aides publiques, de façon générale, ces 95% de ressources, elles ne sont pas payées au 1er janvier, en général. Donc, il faut malgré tout faire un plan de trésorerie déjà pour bien identifier à quel moment ces ressources publiques sont versées. Est-ce qu'elles sont versées totalement ou partiellement selon les objectifs ou les résultats ou les actions mises en place? S'il y a des fonds européens, encore enjeu plus sur le pilotage. Voilà, réponse. Enfin, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est. C'est la fin des questions pour le moment sur le chat. Alors, il y a une question là. Est-ce que vous pouvez l'écrire sur le chat? Parce que je ne suis pas sûre que vous puissiez intervenir. On a vraiment fait. Ouais. C'est dans le module qui s'appelle Q&R pour questions et réponses. Sinon, je peux prendre la question un peu plus tard, Marie. Oui, c'est pas grave. Ouais. Très bien. On essaiera. Joël va garder aussi un œil sur le chat. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, voilà, il pourra aussi répondre en direct. Merci en tout cas beaucoup, Joël, pour cette intervention-là. Et on va passer du coup à la seconde intervention. Donc, c'est la présentation du dispositif SOS Employeur par l'UDES et notamment du coup Anna Hauteville qui travaille qui travaille à l'UDES sur le Grand Ouest. Voilà. C'est ça. Merci Marie pour pour la parole, pardon. Je partage mon écran. Alors du coup, je réduis. Je suis désolée, je suis en format PDF. Donc SOS Employeur. Donc rapidement pour me présenter, effectivement, je suis la chargée de projet en région Bretagne et Pays de la Loire pour l'UDES. L'UDES, c'est l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc on est le syndicat employeur de toute l'ESS. De là, je vous parle de SOS Employeur ESS. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui vient en premier réflexe, c'est-à-dire dispositif d'appui de pair à pair pour les employeurs en difficulté, les dirigeants de structures en difficulté. Joël tout à l'heure disait le premier réflexe c'est d'en parler. Et on est un peu en fait ce dispositif de porte d'entrée. L'idée, c'est de pouvoir avoir une écoute bénévole avec un père employeur référent, en fait, qui va pouvoir comprendre vos difficultés, le secteur, qualifier avec vous quelles sont les difficultés. Il n'y a pas de question bête, évidemment. C'est juste de dire plus vulgairement, c'est de dire j'ai besoin de parler à un copain employeur et lui dire bah là je sens que ça va pas trop, qu'est-ce que je peux faire? Donc l'idée, c'est aussi de ce dispositif d'avoir une réponse aussi rapide, sans formalité. Ce n'est pas un dispositif d'accompagnement sur le long terme comme a pu présenter France Active, le DASES ou même le DLA. On est vraiment un temps d'échange, porte d'entrée, pour pouvoir parfois sortir justement le nez du guidon. Donc qui d'abord peut bénéficier bénéficier de cet accompagnement, c'est les structures, tout employeur de l'économie sociale et solidaire. Que vous soyez adhérent ou non à l'UDES, il n'y a pas de problème, association, coopérative, mutuelle. À partir du moment que vous êtes de l'économie sociale et solidaire, vous pouvez nous contacter. Il y a plusieurs dispositifs dans toutes les régions et celui de Bretagne a été lancé en décembre dernier. Globalement, comment ça se déroule? Ça se déroule avec donc un email, j'ai pas mis à jour, sosemployeur.bretagne@udes.fr. Moi, je m'engage à vous répondre dans les 24-48 heures.
Et si c'est pas moi, c'est ma collègue Caroline Créton qui est là aujourd'hui aussi pour nous écouter. Et en fait, on prend un premier temps d'échange pour se parler au téléphone, voir un petit peu quels sont les dispositifs les plus pertinents, vos difficultés. Et derrière, je vous oriente vers un échange avec des employeurs référents qui sont dans les membres du collège EUDES, qui sont des directeurs eux-mêmes de structure, de tout type de structure. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont directeurs ou présidents de structures associatives sportives, pardon, associatives, j'allais dire sportives. Il y en a d'autres, ce sont plutôt sur des crèches, des toutes petites structures, des grandes structures, de l'aide à domicile. Donc, on a un réseau d'employeurs référents qui peuvent vous répondre et avec qui je vous mets en contact pour un temps d'échange, que ce soit en visio ou en présentiel. L'idée, c'est bien sûr que ce soit confidentiel. Tout ce qui se dira entre nous restera entre nous, gratuit et toujours bienveillant. Il n'y a pas de jugement, il y a plutôt, encore une fois, comment on peut vous accompagner, comment est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il y a des solutions, est-ce qu'il y a un autre regard, et l'échange de pair à pair permet d'avoir cet autre regard. Encore une fois, sortir le nez du guidon. Bien sûr, le PowerPoint pourra vous être partagé. Donc, c'est assez simple, hein, comment se passe un premier rendez-vous. Je vous l'ai expliqué, on essaye de donner des conseils orientés. C'est basé sur l'expérience et l'expertise des dirigeants. Ce n'est pas moi. Moi, je vous donne, je monte en compétences petit à petit avec mes collègues. On peut donner des orientations, typiquement de parler avec France Active ou avec la CRES. Nos partenariats font que nous avons en tête les différents dispositifs, donc on peut vous orienter vers eux plus facilement. Mais il y a vraiment l'expertise des directeurs de structures et employeurs qui sont dans notre réseau. Petit zoom un peu sur les conseils. Il n'y a pas d'engagement. L'idée n'est pas derrière de vous accompagner sur un long cours. C'est pas non plus des conseils juridiques. On n'a pas vocation à remplacer un accompagnement. C'est, encore une fois, une porte d'entrée. C'est un échange de pair à pair et on vous renverra. On pourra vous dire, bah voilà, pensez à contacter le CIP, contacter France Active. L'idée souvent, c'est d'avoir une prochaine étape ensemble. Comme ça, les structures en difficulté ne vont pas être seules et vont savoir où aller pour une prochaine étape, explorer, quitte à revenir après vers nous, rééchanger une deuxième fois. Il n'y a pas de limite non plus. C'est pas un seul échange et ça s'arrête. On est content de pouvoir continuer à échanger avec vous. Voilà, donc typiquement les orientations, il y a plusieurs dispositifs, donc France Active, il y a l'URSSAF qui présente juste après, l'IFPPC, Prévasso aussi dans certaines régions, alors pas en Bretagne, mais d'autres régions. Et après, on construit petit à petit avec aussi, ça peut être avec les dettes dans les territoires qui ont parfois des dispositifs intéressants, notamment pour des structures en insertion. Je vous laisserai sur la facilitation découvrir, il n'y a pas de problème. Donc globalement, nous, il faut savoir que nos employeurs référents, employeurs accompagnants, ont des formations qui sont en train de se mettre en place pour monter en compétences, pour vous écouter et vous renvoyer vers les bons réseaux et aussi surtout vers les dispositifs et d'écoute en fait aussi au niveau de la santé mentale. Ça c'est important. Il y a un dispositif qui s'appelle APESA pour les structures, les dirigeants qui se sentent vraiment seuls, qui là ont besoin d'une écoute psychologique et nos employeurs accompagnants vont aussi se former à être capables d'avoir cette écoute-là. J'espère que je ne dis pas de bêtises, s'il y a ma collègue qui nous écoute. Voilà, c'était vraiment pour vous présenter en 10 minutes. C'est assez court, c'est un dispositif assez simple qui est complémentaire. Encore une fois, il ne remplace pas un accompagnement. Il a pour but d'être complémentaire de tout ce qui existe et d'être un point d'entrée pour que les dirigeants de structure, les employeurs ne restent pas seuls dans leur coin. Ça peut être à tout moment. Ça peut être en amont en mode je ne me sens pas vraiment en difficulté,
Je sens que, effectivement, ça peut être pas très très bien dans les 6, 8, 10 prochains mois. Parfait, venez. Contactez-nous, contactez SOS Employeur. C'est l'objectif. Et derrière, évidemment, je ne suis pas seule à prendre des décisions. On est tout un réseau. Le but aussi de cet échange aujourd'hui. Je laisse les 5 minutes, prochaines minutes pour les questions s'il y en a. Oui, il y en a Merci, Anna. quelques-unes. La première, tu y as déjà répondu en partie. Le réseau d'employeurs référents est-il composé uniquement de bénévoles employeurs ou également de salariés? C'est aussi des employeurs salariés. Ça peut être aussi des employeurs directeurs de structure qui sont salariés, pas forcément membres de la gouvernance. Il y a les deux. Je poursuis. Combien de sollicitations as-tu eu, Anna, à travers le dispositif depuis sa création? Alors le dispositif, lui a été créé à la base en Hauts-de-France il y a 3 ans. Donc il n'est pas du tout nouveau, il a été testé, et, éprouvé et approuvé. Je ne sais pas si Caroline, tu as une réponse à cette question-là au niveau national. Hop, on voit un fond. Oui, Ouais. bonjour, j'apparais. Alors, le dispositif, la dernière fois que j'ai relevé les chiffres, on était à 70 structures accompagnées, je crois, ou en tout cas sollicitées. Mais alors là, c'est des chiffres où enfin, ça veut tout rien dire parce qu'il y a des dispositifs qui ont été lancés en juin 2025. Le dernier dispositif a été lancé il y a 10 jours. Voilà, donc enfin, ça veut pas dire encore grand-chose, si ce n'est que c'est encore assez peu connu et qu'on nous sollicite pas assez. Ça, Voilà. franchement, vraiment, enfin, on peine à faire connaître et c'est pour ça que le webinaire que vous faites aujourd'hui est hyper intéressant. Puis les interventions étaient super riches, donc c'est vraiment super. Mais il faut pas hésiter à appeler. Vous avez des réponses rapides. Enfin, Et voilà, à et c'est ce que communiquer autour de disait vous aussi. Joël. C'est le plus en amont possible. Et alors, sur le type de difficultés qu'on a pu avoir, moi, je m'occupais du dispositif en Hauts-de-France auparavant. J'ai aussi autant eu une fois une dirigeante qui avait tout bien fait. Elle était en attente de rentrer dans un dispositif avec France Active, en attente d'un DLA. Enfin, elle avait ses outils de pilotage, vraiment tout était bon, mais quand même, elle se sentait seule et elle voulait être sûre qu'elle avait tout bien fait. On a passé 2 heures avec elle et puis on a pu l'écouter, la rassurer là-dessus. Ça peut être ça. On a déjà eu des personnes qui viennent parce qu'elles ont des problèmes avec leur gouvernance, des gouvernances démissionnaires, par exemple. Là, on se tourne vers qui? On ne sait pas trop forcément, ça coche quelle case. Des personnes qui avaient des problématiques au niveau du dialogue social, des situations conflictuelles avec leurs salariés qui pêchaient sur les partenariats et donc sur la réputation et donc, in fine, sur les financements. Euh, des personnes qui avaient ouais, des problématiques de trésorerie, des modèles économiques un peu bancals. Enfin, voilà, on a eu un peu de tout, je pense. Et voilà, et à chaque fois, on prend le temps et puis chaque cas est différent et chaque réponse apportée est différente aussi. Et à ce jour, pour être précise, Clémence, en Bretagne, on a eu 3 sollicitations depuis décembre. Alors, ça a été lancé juste avant les congés de Noël. Et ces 3 sollicitations, enfin, pourquoi que 3? Parce que effectivement, par contre, il faut le savoir, ce dispositif n'est pas forcément financé ou il n'y a pas du tout de budget communication. C'est pour ça que vous n'avez pas forcément été inondé par une communication sur ces dispositifs. Et votre partage dans vos réseaux, c'est important, que ce soit que pour les dispositifs de France Active, du DLA, même là, je voyais une association, Régine, qui est du parti Régine Lemay, qui disait que voilà, ils ont un dispositif d'aide aux emplois associatifs dans les Côtes d'Armor. Ces bouts de réseau-là sont importants parce qu'on s'appuie sur vous. Il faut qu'on soit dans la coopération et qu'on puisse travailler ensemble. Donc là-dessus, n'hésitez pas à venir vers nous, même pour nous dire, et dans tel territoire, on propose ça, quoi. Voilà. Et en Pays de la Loire, Clémence, je sais qu'en Pays de la Loire, on développe la même chose. Voilà, d'où les questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je passe la parole à 1 minute d'avance, ce sera parfait, à mes collègues. Il n'y a pas d'autres questions à ce stade dans le chat. Eh bien, c'est génial. Je vous mets l'adresse email exacte dans les commentaires.
Oui, du coup, elle a déjà été mise par Caroline et je l'ai Ah oui, changée bah, sur parfait. le PowerPoint là, que tu m'avais envoyé. Donc voilà, le PowerPoint que vous recevrez, il y aura l'adresse exacte. Merci Merci. Anna, merci Caroline pour ces interventions et la présentation de ce dispositif. C'est effectivement assez essentiel, au-delà des solutions, on va dire, plus techniques, de savoir qu'on a des pairs qui peuvent nous aider et de ne pas se sentir seul dans ces difficultés, hein. On l'a rappelé plusieurs fois déjà depuis le début de cette visio. Je vais du coup passer la parole maintenant à l'URSSAF. Euh, Ce sera d'abord le directeur régional, du coup, Monsieur Le Floch, qui interviendra sur une présentation de l'URSSAF. Puis ensuite, Madame Mény et Madame Le Bigot interviendront sur les outils et dispositifs URSSAF, notamment droit, obligation employeur, et puis des outils ou des dispositifs comme le chèque emploi associatif. Voilà, je vais laisser du coup Monsieur Le Floch commencer, et je crois que c'est Madame Mény qui, enfin, comment dire, qui met le PowerPoint. Partager. Voilà, petit partage, merci. Merci Madame Capet, merci à l'UDES d'organiser ce webinaire pour partager. On voit déjà tous les dispositifs qui existent et de faciliter cette information. Alors, concernant l'URSSAF, déjà, je suis enchanté d'intervenir devant vous parce que quand même, on travaille un peu dans le même secteur d'activité pour les autres, dans le domaine social. C'est un petit peu moins connu pour nous. Parce qu'on est à l'origine, on permet de faire tout le travail qui est derrière, c'est-à-dire le financement de la protection sociale. Alors forcément, on a peut-être une image qui est un peu particulière, mais on va en reparler tout à l'heure. Donc on vous propose effectivement une intervention en 4 temps, là pilotée par Gros Temps. Alors tout d'abord l'émission de l'URSSAF, je vais y revenir dans un instant. Ensuite, il y aura les droits et obligations des employeurs. Chaque employeur doit respecter un certain nombre de droits et d'obligations, bien évidemment. On vous présentera un dispositif de simplification, le chèque emploi associatif, enfin deux même, et le titre emploi service entreprise. Pour ceux qui connaissent, pour caricaturer, c'est un peu le Césupage, mais soit pour les associations ou pour les entreprises, qui simplifie amplement les démarches. Et puis, quelques autres outils à votre disposition qui vous seront présentés. Alors, si on présente les missions de l'URSSAF, on peut avancer encore un petit peu. L'URSSAF a 3 grandes missions. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, assurer le financement de la protection sociale. En France, vous avez 2 grands piliers qui structurent singulièrement notre État en termes de couverture. C'est donc l'État qui opère des politiques publiques. Et pour pouvoir les opérer, l'éducation nationale, police, justice, gendarmerie, sécurité intérieure, extérieure, on a de l'impôt qui est prélevé par les DGFiP. Donc cet impôt tombe dans une enveloppe qu'on appelle le budget de l'État et sur lesquelles sont prélevées ces politiques publiques. À l'URSSAF, on fait presque la même chose, c'est-à-dire que, comme nos collègues de la DGFiP, on fait du recouvrement de créances publiques, sauf que nous, ce ne sont pas des créances fiscales, ce sont des créances sociales, et donc on a une assiette, souvent une rémunération, avec un certain nombre de taux qui s'appliquent dessus, et puis après, on a des cotisations, à la fois salariales et patronales, ou des cotisations personnelles pour les travailleurs indépendants. Et donc, il y a une déclaration qui est faite par les entreprises, et donc le versement des cotisations. Mais à la différence de la DGFiP, c'est que nous, on ne s'arrête pas là, parce qu'à partir du moment où l'entreprise déclare et verse des cotisations, ça va ouvrir des droits individuels. On n'est pas sur des politiques publiques pour tout le collectif. Les uns comme les autres, je n'oppose pas les deux, parce que les deux sont très complémentaires justement et font la singularité, je pense, de notre pays. Mais nous, à l'URSSAF, du coup, à partir du moment où on perçoit les déclarations et les cotisations, immédiatement, on descend. Si c'est une entreprise qui a 20 salariés, eh bien, les collègues de l'URSSAF vont aller vérifier que les déclarations faites par l'employeur sont correctes pour être sûr que tous les droits à court terme, des droits individuels à court terme, des indemnités journalières, des droits à formation professionnelle, à chômage, ou à très long terme, comme la retraite, ne sont pas pénalisés pour chacun des salariés. Il y a 27 millions de salariés en France, donc les URSSAF fiabilisent les données individuelles de 27 millions de salariés et de travailleurs indépendants par ailleurs. Donc voilà, on assure ce financement, et ce financement, sans rentrer dans le détail en termes de montant, on est sur 1,5 fois le budget de l'État. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 700 milliards d'euros de recouvrement au niveau national, 15 milliards là ici en région. Donc, je peux juste vous, excusez-moi, Monsieur Floch, je me demande si je suis en train de partager le bon écran, en fait. Oui, c'est bon, c'est vrai que je vais un peu de digression, mais pardon. Nos 3 missions, assurer le financement, garantir les droits sociaux et l'équité de traitement aussi entre les acteurs économiques, c'est-à-dire qu'on garantit les droits sociaux, je l'ai expliqué, les droits individuels. L'équité de traitement, on s'assure que toutes les entreprises versent bien les cotisations.
parce que sinon ça fait une concurrence déloyale, forcément, entre acteurs économiques. Et puis enfin, et presque j'ai envie de dire surtout, on accompagne les employeurs et les entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social. On partage le même intérêt que les entreprises, que vous-même. Plus vous vous développez et plus ça fait des recettes pour le monde social en France. Et donc, on a vraiment intérêt à soutenir le monde économique pour avoir des recettes importantes sur la partie sociale qui était très développée. Donc voilà ces 3 missions, de manière un peu peut-être Ce que je trop... voulais dire, c'est, est-ce que je suis en train de partager la grande diapo ou vous voyez en même temps la suite des diapos? Je me demande si je suis sur le bon écran. Ah oui, Ouais. d'accord, on voit la suite aussi. Alors, moi, je la attends, vois en tout cas. si ça vous ennuie pas, je change. C'est quand même mieux d'avoir un grand écran. Un grand, oui, pour tous Oui. les, pour toutes les Excusez-moi, personnes qui j'arrête le visionnent, effectivement. partage. Ouais, j'arrête le partage. Hop, je refais. Ça sera mieux que ce soit l'autre. Excusez-moi. Voilà, Voilà. c'est ça. On Et est du mieux coup, on là. peut passer à la diapo suivante. Oui. Et la diapo suivante Voilà. qui finalement reprend un petit peu ce que j'ai expliqué. On essaye de sécuriser le système, accompagner les employeurs pour garantir les droits sociaux et l'équité des acteurs économiques. On sécurise les déclarations. Là, les collègues reviendront tout à l'heure vraiment dans le détail pour vous dire ce qu'on attend de vous pour que ce soit bien sécurisé. Je vais quand même citer un nom que vous connaissez tous, j'imagine, c'est la DSN qui a été mise en place maintenant il y a presque une dizaine d'années, à peine quand même, qui a permis beaucoup de choses. Le prélèvement à la source pour les impôts. Les impôts s'appuient sur le dispositif mis en place par les URSSAF de la DSN. Aussi pour la sécurisation des droits, la solidarité à la source. Dorénavant, tous les jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui demandent une prime d'activité, le RSA, avant il fallait qu'ils complètent, qu'ils prennent leur bulletin de salaire, qu'ils aillent chercher dans le bulletin de salaire le montant net social. Mais sur le bulletin de salaire, il y a un net à payer, il y a un montant brut, il peut y avoir des acomptes, un net versé, bref, c'est un peu compliqué. Et dorénavant, c'est l'URSSAF qui envoie à toutes les caisses prestataires, donc là la CAF, le montant à retenir pour l'ouverture des droits. Et quand l'écran s'affiche, quand la personne va demander sa prime d'activité, en fait, le montant est pré-renseigné par le chiffre fiabilisé par l'URSSAF, après déclaration d'entreprise. Et du coup, on garantit aussi de la sorte la juste collecte pour financer notre modèle social. Et on va voir derrière, je crois que les montants, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, sont conséquents. Voilà, c'est ça, puisqu'en fait, bon, on a 27 millions de salariés, 12 millions d'employeurs et entrepreneurs, dont vous faites partie. Hein, aujourd'hui, vous êtes là en tant qu'employeur, bien évidemment. L'URSSAF collecte pour leur compte et reverse à plus de 800 attributaires, c'est-à-dire les caisses primaires, les CARSAT, les CAF, mais aussi tout un tas d'autres acteurs, France Travail, l'AGFIP, je vais en oublier, les OPCO pour la formation professionnelle, le versement transport. Donc en fait, petit à petit, on a confié à l'URSSAF tout le recouvrement social pour simplifier la vie des employeurs, ne plus avoir qu'un seul acteur au milieu, là, entre les employeurs et puis les caisses prestataires. Voilà. Donc un modèle social, que vous voyez, hein, la maladie qui emporte tous les soins dans les hôpitaux, les remboursements chez le médecin, le médicament, les IJ, que sais-je encore, la retraite, la famille, le chômage, vous les avez détaillés. Enfin, je vais pas faire. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je ne sais pas s'il y a une autre diapo en termes d'introduction. Ouais, un dernier point, c'est qui nous sommes ici, nous, à l'URSSAF Bretagne. Il y a 16 000 collaborateurs au niveau national. En Bretagne, nous sommes un peu moins de 700, on est même 680, je pense, actuellement, répartis sur les 4 départements. Alors, avec 2 sites sur le Finistère, Brest et Quimper, et 2 sites dans le Morbihan, Auray et puis Vannes. On gère 400 000 comptes, donc pour beaucoup des travailleurs indépendants. 260, plus de 270 000, parce que maintenant, il y a énormément aussi de micro-entrepreneurs. Et puis, près de 100 000 comptes d'entreprise, 22 000 comptes de particuliers employeurs. Et on recouvre 15 milliards d'euros. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Et on fait tout ça, je tiens à le dire, pour un coût extrêmement modique, puisque nos frais de gestion, c'est-à-dire que quand on recouvre 100 euros, on va conserver pour payer les salaires de tous les collaborateurs, les bâtiments, les voitures, etc., toutes nos missions, on va conserver 30 centimes quand on recouvre 100 euros. Le reste file pour le remboursement pour ceux qui en ont besoin, les usagers. Voilà.
Donc, j'en ai terminé ma présentation et puis je laisse cette fois-ci les collègues rentrer dans le détail de ce qu'on attend un petit peu dans la relation avec vous et ce qu'on peut vous apporter aussi en termes de soutien et de facilitation. Merci, Monsieur Floch. Je vous en prie. Donc effectivement, je vais prendre le relais donc, sur vos droits et obligations en tant qu'employeur, hein, parce que même si vous avez des difficultés, mes collègues de France Active et de l'UDES en ont parlé, même s'il y a des difficultés, il y a quand même aussi des obligations à respecter. Donc une des premières obligations, ce sera de déclarer l'embauche. Hein. Bon, ça c'est un rappel, vous aurez sur le support les différents liens à chaque fois qu'on va vous présenter. Une offre qu'on a mis en place, c'est l'offre première embauche. Donc, elle permet à une entité d'être accompagnée pendant les 12 premiers mois de son activité, notamment pour ses DSN, ses premières anomalies ou gérer son compte en ligne. Donc ça, c'est un premier dispositif. On en a deux autres qui ciblent des entreprises différentes. On va avoir le versement en lieu unique. Donc là, il s'agit d'entreprises qui ont plusieurs établissements sur la France et qui ont demandé à la Caisse nationale, ou que la Caisse nationale, en tout cas, va accorder le fait de déclarer et de payer auprès d'une seule URSSAF. Donc c'est ce qu'on appelle le versement en lieu unique. Donc c'est pareil, c'est une offre dédiée avec une ligne téléphonique. Et on a également mis en place une offre pour les entreprises qui ont plus de 100 salariés mais qui n'ont pas d'expert comptable. Donc, c'est un accompagnement un peu différent du coup, mais c'est un seul interlocuteur en face également. Donc, on a parlé de la déclaration d'embauche. Donc, une fois qu'il y a des déclarations d'embauche, il y a forcément un salaire et donc on rentre dans le dispositif de la DSN. Donc, la DSN, comme vous le savez, elle va s'appuyer sur votre logiciel de paye, donc sur tous les éléments que vous y aurez entrés. Monsieur Floch en a parlé tout à l'heure, on fait beaucoup de contrôles au moment où cette DSN est déposée, donc c'est en automatique, hein. Mais on a un énorme objectif derrière, c'est déjà de collecter les bonnes informations, donc la masse salariale correcte, que vous allez ensuite payer les bonnes déclarations, les bons éléments, et derrière, il y a les droits sociaux de vos salariés. Donc, je vais y revenir sur la slide suivante. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est que cette DSN soit transmise en temps et en heure, même si vous avez des difficultés, ou alors sinon de nous prévenir en amont, qu'elle soit fiabilisée. Je vais revenir plus en détail sur la suite, puisque on va vous accompagner, donc soit en automatique par les comptes rendus métiers, soit via des rendez-vous. Enfin voilà, plusieurs façons de vous accompagner par rapport à cette DSN. Donc, on a notamment un compte rendu métier qui vous est mis à disposition 4 heures, dans les 4 heures qui suivent le dépôt de la DSN. Et donc, son compte rendu va vous permettre de détecter du coup très rapidement si vous avez des anomalies sur les DSN que vous avez déposées. Et du coup, si vous l'avez déposé, on va dire assez tôt, par rapport à l'échéance, hein, qui est au 5 ou au 15, ça veut dire que vous avez encore un petit peu de temps pour rectifier ces anomalies et renvoyer une DSN à nul et remplace. Ensuite, si jamais vous n'avez pas eu le temps de consulter ce compte rendu métier, vous en avez un autre, celui qui est mis à disposition 5 jours après l'exigibilité. Donc, soit le 10, soit le 20 du mois. Donc là, pareil, il va recenser les anomalies que vous avez sur cette DSN déposée. Donc, ce qu'on va attendre de vous, c'est de consulter ces comptes rendus métiers et de venir corriger ces anomalies au plus vite. Par contre, dans votre logiciel de paye, ça c'est important, puisque il ne suffit pas de corriger sur un mois donné, il faut éviter aussi que ces anomalies se répètent les mois qui suivent. Donc là, sur cette petite frise, vous voyez ce qu'on appelle le compte rendu métier annuel. Donc c'est une nouveauté de l'année dernière. L'année dernière, c'était en test. Et donc cette année, il est mis en place pour vous récapituler les anomalies qui sont encore présentes sur les DSN déposées pour la période d'emploi de janvier à décembre 2025. Et donc, sur ce compte rendu métier, vous allez voir quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a des anomalies substituables et d'autres qui ne le sont pas. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une anomalie substituable? Donc, en fait, à partir de cette année, l'URSSAF aura la possibilité de
corriger les éléments à votre place, donc les substituer. Mais par contre, essentiellement sur une seule information, c'est l'assiette brute plafonnée. Voilà, il a été décidé au niveau national que cette assiette pouvait être corrigée par l'URSSAF pour agir rapidement parce qu'on a fait le constat que les anomalies signalées n'étaient pas forcément prises en compte et corrigées. Et pourquoi l'assiette brute plafonnée? C'est parce qu'elle a un impact sur le calcul des droits à la retraite. Par contre, il ne faut pas se dire, bon, bah, c'est bien, je ne corrige pas, l'URSSAF va le faire à ma place. Non, il ne faut pas rentrer dans cette idée-là parce que, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Un exemple, si vous déclarez une assiette à 10 000 € et qu'en fait, elle était à 1 000, si nous, on prend la 10 000, ça veut dire derrière une cotisation qu'on va vous réclamer supplémentaire. Ça veut aussi dire un droit aux salariés qui sera complètement erroné. Donc, c'est très important de consulter chaque compte-rendu métier que vous allez recevoir et surtout d'aller corriger. Là, la nouveauté du coup de cette année avec cette DSN de substitution, donc là, sur le mois de mars, vous avez normalement reçu, si vous avez des anomalies, ce fameux compte-rendu métier annuel. Et vous avez une période dite de contestation qui vient de s'ouvrir. Et du coup, jusqu'à mai, jusqu'à la période d'emploi de mai, donc avec la DSN de mai, exigible en juin, vous avez la possibilité donc, de corriger ou de venir justement contester cette future substitution. Et puis nous, passé le mois de juin, du coup, on viendra agir à la place d'eux pour ensuite adresser un compte-rendu post-substitution, voilà, avec l'impact que ça aura pour vous en tant que déclarant et pour les salariés. Donc justement, voilà, on parle de ce parcours de détection des anomalies. En termes d'offres, ce qui a été mis en place, en plus des comptes rendus métiers, c'est ce qu'on appelle l'applicatif Suivi DSN. Donc, Suivi DSN va vous servir à vous guider pour la correction de ces anomalies. Donc là, à l'écran, vous avez comment vous y abonner, parce que ce n'est pas automatique, contrairement au compte rendu métier. Donc, il faut aller sur votre compte en ligne, on va bien cocher tableau de bord Suivi DSN. Et donc ensuite, cet outil, une fois que vous êtes abonné, vous recevez une notification pour vous dire que vous avez des anomalies. Et du coup, cet outil, c'est quasiment, on va dire la même chose que le compte rendu métier, sauf qu'il va vous guider, il va être beaucoup plus précis sur les éléments à aller vérifier dans votre logiciel de paye pour du coup vous expliquer pourquoi cette anomalie a été détectée et du coup où aller regarder si c'est correct ou pas, voilà, ce qu'il faut vérifier dans votre logiciel. Il viendra vous préciser l'outil si c'est une anomalie purement comptable, on va dire, sur les données agrégées, donc à destination de l'URSSAF et autres partenaires, ou si il y a également des données individuelles qui sont en erreur, du coup avec un impact encore plus important sur les droits des salariés. Voilà, et donc il vous guide, comme je vous le disais, il va vous guider, vous répondrez à des questions pour aller au fur et à mesure vérifier dans votre logiciel tel ou tel élément. Et ensuite, il faudra intervenir, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, dans le logiciel de paye. Une Et aide donc, en ligne aussi, j'interviens. oui. C'est une aide en ligne et vous avez la possibilité aussi de renvoyer des messages à l'URSSAF si vous contestez ou pour qu'on puisse vous aider aussi à vérifier ou à corriger les anomalies. Tout à fait. Du coup, en fait, dans l'outil, il y a un petit encart qui vous permet du coup de faire appel à l'URSSAF pour vous guider pour mieux comprendre ce qui vous est les informations qui sont dans l'outil suivi DSN. C'est d'ailleurs un conseil, c'est si vous avez une anomalie d'ailleurs dans votre compte rendu métier, passez par suivi DSN pour venir nous interroger sur cette anomalie. Si vous passez par votre compte en ligne, du coup, et pas par suivi DSN, les informations seront incomplètes, enfin du moins risquent d'être incomplètes, alors que via suivi DSN, nous on sait tout de suite c'est quelle anomalie qui vous pose difficulté, quel salarié éventuellement, voilà. Donc sur la salle, vous aurez accès au site de l'URSSAF avec les informations sur cet outil. Donc là, on était sur votre obligation de déclarer.
Hein, tous les mois, on déclare. Et donc, une première offre, enfin, même pas une première, parce qu'on a déjà parlé des offres pour l'offre première embauche, le versement unique et référent unique. Donc là, on a un premier dispositif suivi DSN. On vous propose également une autre offre, c'est Mon Conseil URSSAF. Donc là, je fais lien avec la déclaration, puisque forcément, ça peut entraîner des erreurs dans les déclarations. Vous allez pouvoir, via du coup le lien URSSAF, là, Mon Conseil URSSAF, aller interroger, mais sur une question précise de la réglementation, du coup nos services juridiques, par une question juridique classique ou via le rescrit social, donc une procédure bien encadrée. Ou tout simplement consulter le boss. Voilà, on a regroupé en un seul lieu, on va dire, un point d'entrée pour la partie juridique. Donc ça, c'est un dispositif. Et on vous propose un autre dispositif, mais plus ou moins différent, on va dire, je vais vous l'expliquer. Donc c'est la visite conseil. Donc là, cette fois-ci, là par contre c'est bien précis, c'est lorsque l'on est employeur de moins de 18 mois et qu'on a moins de 11 salariés, donc c'est vraiment au tout début. Si vous souhaitez que l'un de nos collaborateurs de l'URSSAF vienne au sein de votre entité vérifier si vous avez bien appliqué la réglementation. Donc ça s'apparente aux fameuses visites de nos inspecteurs, mais là on est vraiment dans le conseil. Donc ça veut dire qu'on va venir vérifier si vous avez bien appliqué la réglementation, mais si jamais il y a des erreurs, on n'effectuera aucun redressement, vous ne serez pas blacklisté, entre guillemets. Mais il faut vraiment en profiter, je dirais, de cette offre, parce que quand on démarre, voilà, c'est jamais évident, même s'il y a des comptables qui sont là pour. Hein. Mais voilà, donc c'est une visite conseil qui est proposée. Donc ça peut être intéressant, voilà, si vous souhaitez en bénéficier, pareil, toutes les infos seront dans le diaporama. Donc, on a parlé de notre déclaration de cotisation et évidemment, à chaque déclaration, il y a un paiement. Donc, le paiement de la cotisation est attendu en même temps que sa DSN. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant et on profite de l'occasion justement pour vous en parler, c'est que si vous avez des difficultés, l'URSSAF est là. Via votre compte en ligne, vous pouvez nous solliciter. On étudiera avec vous ce qu'on peut mettre en place comme échéancier, par contre dans un délai maximal de 12 mois. Et avec par contre au préalable, avoir, comme je l'ai dit déjà, adressé la DSN, mais surtout avoir payé la cotisation salariale. C'est important, c'est un prérequis pour... si elle n'est pas payée, cette cotisation salariale, on n'accorde pas d'échéancier. Donc là, c'est important de le savoir. D'ailleurs, sur cet échéancier, je voulais rajouter aussi, par exemple, si vous avez besoin d'une attestation pour un marché, pour un potentiel client, il y en a certains qui demandent des attestations comme quoi vous êtes bien à jour en termes d'obligations envers l'URSSAF. Donc, sachez que si un échéancier vous a été accordé, l'attestation vous sera délivrée. Donc, c'est quand même important de le savoir. Donc là, je parlais d'obligation de payer donc, auprès de l'URSSAF et tout autre organisme, mais mes collègues en ont déjà parlé tout à l'heure. C'est aussi important de payer vos salariés, bien évidemment, parce que si vous êtes en difficulté et que vous ne payez pas vos salariés, après, ce seront vos salariés qui seront aussi en difficulté. Donc, ça fait partie de vos obligations en tant qu'employeur. Sur cette slide, vous allez retrouver un petit, donc c'est dans le bas de la slide, un petit... accès à un dépliant que l'URSSAF Bretagne a créé, qui vous rappelle justement, qui met en avant les différents dispositifs qui peuvent vous accompagner quand vous avez des dettes donc auprès de l'URSSAF d'une part, donc notamment l'échéancier, mais si vous avez également des dettes fiscales, donc c'est noté que vous pourrez contacter la CCSF. Hein. Donc on avait mis aussi l'APESA, mais ma collègue en a parlé tout à l'heure, hein, pour la partie plus soutien psychologique. Et il existe aussi la cellule prévention du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, qui peut être intéressante à contacter. Hein. Ils sont, voilà, comme tous les dispositifs que vous avez entendus depuis 11h30, on est tous là pour vous accompagner en cas de difficulté.
Ouais, cette première partie que je voulais aborder avec vous. Avant de passer la parole à ma collègue, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas du tout comme je partage. Alors, il n'y a pas de questions à ce stade sur votre présentation. D'accord, ok. Du coup, Sophie, je te laisse la main. Merci. Alors, je vais vous présenter les deux offres de services de l'URSSAF, donc le chèque emploi associatif et le titre emploi service pour les entreprises. Donc, oui, tu peux passer à la slide suivante. Alors, donc, le chèque associatif est un service gratuit de l'URSSAF qui s'adresse aux associations et aux fondations. Donc, il permet à ces associations et fondations employant ou souhaitant employer du personnel de remplir toutes les formalités liées à l'embauche et à la gestion de leurs salariés, que les salariés soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Alors, cependant, il y a certaines situations qui ne rentrent pas qui ne sont pas gérées en fait par le chèque emploi associatif. Il s'agit des salariés dont les cotisations sont calculées sur des taux réduits. Par exemple, vous avez les artistes, les mannequins, qui donc bénéficient de taux réduits et de déductions forfaitaires aussi spécifiques. Vous avez les stagiaires, vous avez des journalistes et des colporteurs de presse, des groupements d'employeurs aussi, et les intermittents du spectacle, hors GUSO. Alors GUSO, à titre d'information, c'est le guichet unique de spectacle occasionnel. Donc, l'adhésion pour le chèque emploi associatif et les déclarations s'effectuent obligatoirement en ligne. Alors, pourquoi nous vous conseillons de l'utiliser? Parce que c'est en une seule formalité, ça va vous permettre d'effectuer toutes les démarches administratives liées à l'embauche, donc déclaration préalable à l'embauche, contrat de travail. En une seule déclaration, vous allez transmettre à l'ensemble des organismes de protection sociale la déclaration et un seul règlement pour l'ensemble des cotisations ainsi que le prélèvement à la source. Et ça se fait par un prélèvement automatique. Donc, c'est facilitant. Il y a aussi d'autres avantages sur le service chèque emploi associatif. Vous avez un espace employeur sécurisé sur lequel vous allez pouvoir avoir les bulletins de salaire des salariés, des attestations fiscales, vos déclarations, les décomptes des cotisations. Il y a une simulation au niveau du calcul des cotisations aussi. Et vous êtes alerté par mail des nouvelles mises à jour mises à votre disposition quand vous transmettez des éléments pour vos déclarations. Alors, la nouveauté de l'année 2026, c'est que vous pouvez cumuler les deux dispositifs pour le chèque emploi associatif, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois avoir un compte classique employeur du régime général et un compte chèque emploi associatif. Alors ça, c'était le chèque emploi associatif. Et la deuxième slide, c'est le titre emploi service entreprise. Donc c'est aussi, oui, c'est aussi un service gratuit qui s'adresse aux entreprises relevant du régime général, quel que soit l'effectif de l'établissement. Il y a 2 centres en France qui sont en charge de cette offre. Et donc, les entreprises qui sont gérées soit par l'un ou l'autre de ces centres, c'est en fonction de l'activité de l'entreprise, en fait. Comme pour le CEA, il y a des situations qui ne sont pas gérées par le TES. Alors, les entreprises relevant du régime agricole, tout à l'heure, je parlais aussi de certaines entreprises, des groupements d'employeurs, des entreprises de travail temporaire, certains salariés, dont les cotisations sont calculées donc sur des taux réduits. Alors, pourquoi l'utiliser? C'est comme pour le CEA, il y a un seul formulaire pour accomplir les formalités à l'embauche, une seule déclaration, un seul règlement. Et il présente aussi les mêmes avantages que le CEA. Donc, un espace employeur sécurisé où vous pouvez retrouver tous vos documents, et ça pendant 5 ans. Et de la même façon, le cumul des deux dispositifs est possible depuis le 1er janvier 2026. Donc, je vous invite à aller consulter en fait, les différents liens qui sont sur ces 2 slides. Merci Sophie.
Je ne sais pas s'il y a des questions du coup sur les deux dispositifs. Sinon, on avance. Non, il n'y a pas de questions, mais à ceux qui nous regardent, si vous en avez, n'hésitez pas. En fait, Maëlle, il y a deux questions. C'est juste qu'elles sont placées sur ton premier commentaire, en fait, par Joël. Ah, merci. Voilà. On les prend maintenant, peut-être? Oui, Ouais, alors, je les vois pas, les questions. alors je vous les pose. La première, c'est combien d'associations en difficulté contactent l'URSSAF en Bretagne pour négocier des échéanciers? Ça, c'est la première. Je sais pas si on a les chiffres. Est-ce que j'ai le nombre d'échéanciers en place? Alors non, alors je ne vais pas vous dire précisément les associations, mais aujourd'hui, il y a une semaine, on avait 66 échéanciers accordés sur des structures ESS en Bretagne. Merci. Ok, merci. Et deuxième question, selon l'URSSAF, est-ce que les employeurs les sollicitent suffisamment en amont en cas de difficulté? Du coup, je dirais que non, parce qu'il y en a un peu plus qui sont en difficulté en Bretagne et justement, ça ne fait pas beaucoup d'échéanciers mis en place. C'est une possibilité, les échéanciers, mais même si c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi l'accompagnement à la DSN, l'offre première embauche. Là, c'est plus difficile d'aller chiffrer du coup combien nous ont sollicité sur cette partie-là. En tout cas, je n'ai pas les chiffres, mais je dirais non, moi, pas suffisamment. Et une dernière question, est-ce que le CEA gère le décompte des congés payés? Oui, oui, le CEA gère le décompte des congés payés. Ouais. Et une précision sur les deux dispositifs CEA et Oh. thèse, ils ne sont pas rétroactifs aussi. Si vous êtes en ce moment en employeur classique, on va dire, et que vous souhaitez adhérer à ces dispositifs-là, ils ne seront pas rétroactifs. Vous ne pouvez pas reprendre depuis le 1er janvier. Enfin, normalement, jusqu'ici, ce n'était pas Non. comme ça. Et du coup aussi, les deux centres, tous les centres, que ce soit le chèque emploi associatif et les deux centres thèse, ils font tout ce qui est administratif, déclaration. Et nous, après, on fait le recouvrement, URSSAF de Bretagne. Donc, quand vous allez avoir des questions, des fois, vous allez les envoyer à l'URSSAF de Bretagne, mais ce ne sera pas forcément nous qui allons répondre, ce sera les centres qui répondront à notre place. Justement, par rapport à si vous avez fait une erreur dans votre déclaration, c'est eux qui vous diront et qui rectifieront les données, qui nous les transmettront ensuite. Une erreur sur une date d'embauche, une erreur sur une masse salariale, une erreur... Parce que nous, on ne peut pas intervenir à leur Non. place. C'est eux qui nous envoient tous les éléments. Mais Des par questions contre, sur- en cas de difficulté financière, c'est nous qui mettons en place les délais, les échéanciers, ou même des demandes de remise aussi. Parce que des fois, on paye en retard, donc c'est nous qui traitons ce genre de demande. C'est vrai que je n'ai pas parlé, merci Sophie pour les majorations de retard. Je parlais d'accorder des échéanciers, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on paye en retard, non, déjà, si on déclare en retard, il y a ce qu'on appelle des pénalités de retard qui sont appliquées. Et si vous payez en retard, ce sont des majorations de retard qui sont calculées. Bon, je vous passe la formule, mais donc des majorations de retard qui sont calculées et vous pouvez solliciter l'URSSAF pour avoir une remise de ces majorations de retard. Donc, on ne va pas à chaque fois, on va dire, remiser 100%. Voilà, les premières fois, en général, c'est 100%. Et puis après, ça commence à être diminue, quoi. On va pas non plus... parce que l'URSSAF n'est pas non plus, justement, une banque. Il y a quand même des cotisations qui sont dues. Ce sont des fonds qu'on récupère, comme disait M. Floch, et qu'on reverse ensuite à d'autres organismes. Donc, on ne peut pas accorder tout remiser ou tout accorder non plus. On sera vigilant en fonction de chacune des demandes. C'est pour ça que c'est important même si vous ne pouvez pas régler, de fournir votre déclaration et payer les parts salariales. Comme ça, après, pour l'obtention d'un délai, c'est quand même plus facilitant. On a une autre question d'une structure affiliée à la MSA qui se demande si elle peut accéder au service chèque associatif et titre emploi-service. Non. Général. C'est les entreprises qui sont exclues du dispositif. Oui, parce que ce sont deux dispositifs, on va dire, URSSAFiens. C'est l'URSSAF qui est derrière. Merci. Alors
Après, on ne connaît pas les dispositifs au sein de la MSA, hein. Peut-être que la Ils ont MSA peut-être la a même chose de des leur aides, côté. oui, des offres, hein. Parce que là, c'est quand même pratique parce qu'on fait tout à votre place, les bulletins de salaire, les déclarations. Peut-être que dans tous les cas, enfin, les deux messages importants à apporter, c'est payer les salaires en premier, c'est ce qui vous permettra derrière de pouvoir enfin, demander d'autres dispositifs. Ça, c'est vraiment l'obligation première. Et le deuxième message, c'est comme ce que disait tout à l'heure France Active avec la banque, au lieu comment dire, de se cacher, de se dire bah non, c'est confidentiel, il ne faut pas qu'ils sachent qu'on est en difficulté. Au contraire, partagez vos difficultés, que ce soit avec la banque ou l'URSSAF, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir être aidé. Et ce sera bien plus difficile de vous aider quand vous avez déjà des retards ou une situation qui est complexe, voire à ce moment-là peut-être impossible à résoudre. Voilà. Oui, tout à fait. Il vaut mieux nous alerter assez vite et pas cumuler les mois de retard où que ce soit, quoi. Je vais aller sur mes dernières slides. Il y aura encore un temps de questions derrière. On vous a préparé trois autres slides avec d'autres outils qui peuvent être utiles. Là, notamment des assistants et simulateurs qui sont mis à disposition donc, sur le site de la Caisse nationale. Vous avez notamment calculé le coût d'une embauche. Sur la slide suivante, c'est une chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver différents tutos ou webinaires. Donc là, j'ai mis les dernières qui ont été diffusées. Vous allez retrouver justement la visite conseil que j'ai abordée tout à l'heure ou la DSN de substitution. Et enfin, la dernière, c'est une frise interactive, donc de l'embauche au départ en retraite, que nous avons conçue avec les CEPAM bretonnes et la CARSAT Bretagne. Et donc, ce qu'on appelle cette frise, c'est en fait, vous allez pouvoir, dans cet outil, aller voir en fonction de votre situation du salarié, puisque, voilà, au sein de sa carrière, au sein de votre entreprise. Donc, au moment où vous l'embauchez, l'outil va vous rappeler vos obligations, donc la déclaration de l'embauche. Vous aurez un lien vers le simulateur pour le calcul de ses cotisations, combien il vous coûtera, voilà, tout au long de sa carrière, s'il a un arrêt maladie, qu'est-ce qu'il faut faire, s'il y a un accident du travail, son fin de contrat, voilà, toutes les étapes, tous les sujets que vous pouvez rencontrer par rapport à ce salarié au sein de votre entreprise. Et du coup, pareil, vous avez un lien vers la frise qui est hébergée sur le site de la CARSAT. Voilà, du coup, ce qu'on voulait, nous, au niveau de l'URSSAF, vous présenter à cette occasion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions, juste un commentaire, mais je pense qu'il a été vu comme quoi la MSA a bien un dispositif qui s'appelle le TESA et qui fonctionne comme le CEA. Ah, très bien. Parfait. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois du coup, pour cette intervention sur les missions de l'URSSAF et puis les dispositifs et outils qui existent. Merci aussi à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire et notamment aux intervenants d'avoir partagé ces ressources et conseils. On vous retrouve sur un deuxième webinaire qui aura lieu le 4 juin de 11h30 à 13h. Il s'appelle donc Éviter le naufrage, comment garder le cap avec les outils de droit commun. Sur ce webinaire-là, on aura plusieurs temps d'échange. Un premier avec du coup les CIP, donc les centres d'information. Un second avec un mandataire judiciaire qui viendra vous expliquer un peu les différentes procédures judiciaires et repréciser aussi la notion de cessation de paiement qu'a présenté tout à l'heure Marianne. Et enfin, des retours d'expérience de structures qui ont vécu des procédures judiciaires, soit de sauvegarde, de redressement ou même de liquidation, pour pouvoir avoir, voilà, pour pouvoir partager en fait ces moments-là qui sont jamais évidents. Mais encore une fois, il vaut mieux aller assez vite vers le tribunal et enclencher des procédures amiables qu'aller tout de suite sur des procédures collectives. En fait, voilà, plus vite vous repérez vos difficultés, plus vite vous aurez une facilité à, à être accompagné. À partir du moment où on arrive un peu tard, on peut effectivement être plus, comment dire,
plus facilement orientés par le tribunal vers une procédure de liquidation, et là, c'est plus complexe à vivre, mais ça amène aussi des capacités de rebond. On le verra du coup, notamment avec un témoignage sur cette procédure-là. Voilà, merci à tout le monde en tout cas. Ce webinaire sera retransmis donc, sur le site de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, donc la CRES Bretagne. Il sera aussi retransmis sur nos réseaux et vous recevrez tous les PowerPoints qui ont été présentés. N'hésitez pas à partager le lien et les PowerPoints à d'autres structures qui n'ont pas pu être là, que vous connaissez, peut-être qui aussi sont en difficulté ou pourraient être en difficulté prochainement. Voilà, n'hésitons pas à faire de la prévention dans ces cas-là. Merci encore à tout le monde et bonne journée. Merci beaucoup. Bon appétit. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.